Je me permets de vous interpeller parce que vous avez bien précisé à plusieurs reprises, Monsieur Marcourt a même repris vos propos, que dans ce pacte, rien n'était écrit. Or, je suis par hasard tombée sur une proposition de décret qui date du 23 mai dernier, qui émane de plusieurs de vos collègues et qui porte sur l'accueil, l'accompagnement et le maintien de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, ce qui correspond plus ou moins aux pages 238 à 242, pour autant que je ne me trompe pas du pacte. Alors je me demandais par hasard, dans ma grande naïveté, s'il ne s'agirait pas de saucissonnage. En fait, c'est un travail qui est en cours au Parlement depuis 2 ans. Et d'ailleurs, quand j'étais parlementaire, moi j'ai commencé à travailler avec ces collègues-là, parce qu'on était régulièrement interpellés, pour ne pas dire toutes les semaines, par des parents qui vivent le parcours du combattant, qui bénéficient en 4e primaire d'un aménagement raisonnable et qui, quand l'enfant passe en 5e, doivent expliquer au nouvel enseignant ce qui a été mis en place, comment ça a été mis en place, et pour peu que l'enseignant de 5e ait déjà peut-être quelques difficultés à gérer sa classe telle qu'elle est aujourd'hui, se disent « moi je ne peux pas accepter l'enfant ». Et donc on est dans des situations qui parfois sont très compliquées, très tendues dans les relations parents d'un enfant à besoins spécifiques avec l'enseignant, que ce soit avec l'enseignant ou la direction. Et donc on a imaginé avec ses collègues de construire un mode de fonctionnement, donc une forme de procédure qui permettrait de valider les difficultés de l'enfant avec un diagnostic posé par une équipe pluridisciplinaire, comme c'est le cas aujourd'hui pour la détection des besoins spécifiques, et de faire en sorte que ça soit à nouveau formalisé dans ce qu'on appelait avant le pass inclusion, mais qui n'a jamais vu le jour sous format quel qu'il soit, ni numérique ni papier. C'était finalement au moment où Marie-Dominique Simonet a mis en place les périodes d'intégration, ce qui devait être la suite logique. Et en tant que parlementaire, on était 4-5 à être concernés, à être interpellés régulièrement, on s'est mis en travail sur ça. Et il se fait que dans la vie du groupe central, il y a, c'est vrai, cette même notion d'inclusion qui est mise en évidence, et moi ça me paraît tout à fait logique, puisque le groupe central, il s'est inspiré du groupe de travail et du rapport du spécialisé, et tous ces acteurs-là avaient les mêmes interpellations que nous en tant que parlementaires, parce qu'on était aussi régulièrement en contact à la fois avec des associations ou avec des parents lambda qui nous écrivent et qui nous envoient, peut-être beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, des mails concernant des situations scolaires parfois difficilement vécues, etc. Et donc c'est ça qu'il y a derrière le texte. Il n'y a pas vraiment de saucissonnage. Je pense que le Parlement a une complète liberté d'action. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, avant même un quelconque accord du pacte, j'avais personnellement déposé une proposition sur la fréquentation scolaire à 5 ans. Il y a... C'était octobre 2014, pour tout vous dire. Donc bien avant les démarches. Je venais d'être ministre et j'avais rencontré mon collègue flamand qui m'avait dit « Oh mais tu sais, nous, on est passé au-dessus de l'obligation fédérale et on a mis en place un système qui permet une obligation de fréquentation scolaire de X demi-journée en 3e maternelle. » Et eux avaient pris un décret en Flandre et je m'étais dit c'est un peu ridicule, pourquoi est-ce que nous, on ne le prendrait pas aussi? Parce qu'on savait que de nombreuses institutrices maternelles nous disaient le problème, c'est que les enfants ne viennent pas régulièrement à l'école. Donc il ne s'agit pas de saucissonnage, il s'agit simplement ici de mesures qui ont été travaillées en amont des avis et qui rejoignent certaines des options. C'est pas étonnant quand on voit le nombre d'options et de mesures qui sont aussi prévues dans le pacte, et c'est heureux, je pense, qu'une option comme celle-là, qui en plus répond à une demande à la fois parentale mais aussi des écoles, d'avoir une formalisation de ce pass inclusion. Madame, Monsieur les ministres, au travers de votre réforme, vous prenez une école qui prépare les jeunes à être conformes et soumis au système néolibéral. Je fais partie de ceux qui envisagent l'école comme un creuset dans lequel les jeunes puisent pour se nourrir de culture, pour aiguiser leur esprit critique, leur curiosité, leur créativité, s'ouvrir l'esprit, s'accroître des autres, se questionner au sein d'une émulation collective. J'ai l'immense bonheur de faire partie de l'équipe pédagogique de l'Académie des Beaux-Arts de Liège et de côtoyer au quotidien des jeunes qui sont dans un cheminement de l'être, au travers de leur expérimentation dans les ateliers de peinture, volume, dessin et graphisme. L'art rend plus humain. Son langage universel éclaire le monde. Alors, votre intention, Madame, Monsieur les ministres, est de supprimer notre filière de qualification artistique.
Qualification non qualifiante, certes, mais cependant nous avons besoin d'humanité artistique avec de longues plages horaires en atelier. Pouvez-vous formuler ici le message que vous allez adresser à tous ces jeunes, que vous allez laisser sur le bord du chemin? Par rapport à l'enjeu des beaux-arts et au fait que les options de technique de qualification artistique vont disparaître, puisque c'est la crainte que Madame évoquait, ces options ne vont pas disparaître. Elles ne vont pas disparaître. Au niveau des options du qualifiant, ce qui est prévu, c'est que celles qui ne mènent pas à un métier n'intègrent plus la filière qualifiante, mais intègrent la filière de transition qui mène à des études supérieures à partir du moment où les élèves qui sont aujourd'hui, pour la plupart, et vous m'arrêtez si je me trompe, hein, en technique artistique, poursuivent souvent par la suite, soit aux Beaux-Arts, soit dans d'autres écoles, pour avoir un complément d'études. Et donc, la filière, l'option en elle-même ne va pas disparaître, loin de là, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. On la supprime pas au 3 et 4. Dans toutes les options qualifiantes, forcément qu'elles ne vont plus courir sur la troisième si on allonge le tronc commun. Mais ça ne vaut pas uniquement pour l'option artistique, ça vaut sur l'ensemble du modèle qualifiant. On se retrouve avec 3 années dans le qualifiant. Et si ça gêne certains d'entre vous, il n'y a pas de problème. Et expliquez-nous en quoi allonger le tronc commun d'1 an va porter préjudice au qualifiant. Certains le pensent parmi vous, je le sais, mais le modèle tel qu'il a été construit ne vise pas à porter préjudice au qualifiant, mais à avoir une vraie formation métier en 3 ans. Je voudrais bien revenir sur le plan de pilotage. Madame Schmitz, vous avez donné une version très idyllique, je trouve, du plan de pilotage. Et il faut savoir que ce plan de pilotage, il a été acté par un décret en février 2016, le décret dit fourre-tout, et qu'il a été même voté un peu à l'insu, je dirais entre guillemets, des membres de la commission éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et que malheureusement, contrairement à ce que vous pouvez dire, il y a des dangers et que la Belgique est à la traîne par rapport à d'autres pays de l'OCDE à adopter ces plans de pilotage, et que les dangers, ce serait justement au nom d'une certaine autonomie et de responsabilisation qui ont été mises en place, qui parcourt tout le pacte, c'est qu'il y ait d'abord un creusement des inégalités entre les élèves, ça s'est vérifié dans tous les pays où ça a été mis en place, un accroissement du malaise pour les enseignants parce qu'ils sont soumis à plus de stress, et aussi un accroissement de la concurrence au détriment de l'enseignement public. Et moi je voulais savoir comment est-ce que vous allez éviter tout cela. Est-ce que la Belgique serait une exception culturelle, éducationnelle? Alors, je peux entendre que pour certains d'entre vous, le pilotage, on se dit ça va creuser les inégalités plutôt que d'y répondre. On construit le modèle du pilotage aujourd'hui avec le comité de concertation, donc avec le groupe central. On fait en sorte de mener ça en concertation avec les directeurs, avec des directeurs qui auront des formations, des moments d'échange sur les plans de pilotage. L'intuition des 2 professeurs qui ont mené ça avec le groupe de travail, c'est justement d'arriver à ce que chaque école se construise en fonction de sa réalité de terrain et pas en comparaison les unes avec les autres. Ça, c'est le postulat de départ. Vous parlez constamment d'experts universitaires. Or, dans tous les rapports que je lis et que l'on lit, il n'y a que les pédagogues. Je pense qu'il serait honnête, vis-à-vis de la population, de mentionner que les experts universitaires sont uniquement les pédagogues. Il n'y a pas des profs des autres facultés. Et de manière générale, il y a un problème, un malaise entre les enseignants et les pédagogues. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui dictent leurs lois. C'est monsieur Romavi qui a fait ce premier rapport. Monsieur Romavi. Ok, on vous écoute, madame. Monsieur Romainville ne connaît ni les matières, ni les élèves. Il n'est jamais dans les classes. Et c'est lui qui se permet de faire ce fameux rapport et de dicter la loi aux enseignants. Il y a un gouffre entre les deux et il n'y a pas moyen de communiquer. Les enseignants vraiment en ont assez de subir la domination des psychopédagogues. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième question que je voulais poser. Dans la grille horaire de monsieur Romainville, il y a maintenant 2 cours à 4 périodes. Il y a les mathématiques et il y a le français. Tous les autres cours sont des cours à 1 ou 2 périodes. Question, qu'est-ce que l'on va pouvoir donner aux enfants comme formation avec des petits cours? Excusez-moi, ce sont comme ça que les élèves les appellent. Des petits cours, des cours où on ne fout rien. C'est aussi leur expression.
On n'apprend rien. Comment voulez-vous former de cette manière-là? On ne sait voir que du superficiel, on ne fait avoir que des informations, on ne sait pas apprendre à réfléchir, on ne sait pas apprendre à raisonner, on ne sait pas apprendre à réétudier, puisqu'il n'y a rien à étudier. Vous avez la prétention d'apprendre à apprendre. Seulement, le apprendre à apprendre se fait au sein des cours. Et on ne fait pas des cours d'apprendre à apprendre, si ce n'est à la pédagogue, encore une fois. Le apprendre à apprendre en mathématiques, le apprendre à apprendre en mathématiques n'est pas le même que l'apprendre à apprendre en langue, n'est pas le même que l'apprendre à apprendre en sciences. Chacun a sa spécificité et c'est au professeur matière à définir, à discuter avec les enfants de la manière d'apprendre leur matière et de travailler leur matière. Ok, merci beaucoup. J'en arrive au décret pour tout qui a été voté, alors pas du tout à l'insu du plein gré des parlementaires, on était là. On savait très bien ce qui était en train de se passer. On savait, et on n'était pas tous d'accord, mais ça s'est voté quand même, que c'était pour partie une anticipation des travaux qui étaient en cours avec Anne Lennartz et Alain Rally, donc les deux professeurs d'université qui ont participé et qui ont piloté le groupe de travail pilotage. Et donc, par rapport à eux, je tiens quand même à dire, madame qui disait qu'il n'y avait que des pédagogues, je ne pense pas que M. Irani soit un pédagogue. Pourtant, c'est un des experts universitaires qui a participé à un groupe de travail. Je peux vous retrouver le nom, je ne le connais pas par cœur. Vous n'êtes pas honnête, parce que M. Irani n'a jamais participé à la rédaction du tronc commun. M. Irani intervient peut-être dans le pilotage. Oui. M. Irani n'a pas fait le programme et n'est pas... Il n'était pas dans le groupe de M. Romani. Il n'y a rien à voir là-dedans. Rien à voir avec ça. Ce que les enseignants contestent, c'est le tronc commun, le programme et ce qui est imposé du point de vue méthodologique par les pédagogues qui ne connaissaient encore une fois rien aux matières. Alors sur la méthode pédagogique, je tiens à rappeler quand même que la liberté pédagogique existe et qu'il y a... Et que ce n'est pas une méthode qui doit être imposée par rapport aux disciplines, ce sont des référentiels et des programmes. C'est déjà le cas aujourd'hui, donc ce n'est pas une méthode. Et donc ceux qui vont travailler sur base du travail du professeur Romani et de son groupe de travail, qui était composé, je le rappelle quand même, de pouvoirs organisateurs, de syndicats, de représentants de la société civile et de quelques enseignants. Alors évidemment, ils n'étaient pas majoritaires les enseignants, ça je peux vous entendre, et je peux entendre que ça vous choque, je l'entends, mais c'est pour ça qu'on refait en septembre et en octobre sur justement les pistes du groupe de travail, des rencontres qui seront dédicacées et les acteurs, les 22 qui ont participé, seront aussi présents dans les groupes de travail pour entendre les remarques de terrain formulées par les enseignants eux-mêmes. Les cours à 1 heure, je vous rejoins. Je me suis déjà exprimée là-dessus il y a une semaine, il y a 15 jours, je dis chaque fois la même chose. Si on peut éviter l'ensemble des cours à 1 heure, c'est une réelle piste et un réel avancement, une réelle avancée pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Parce qu'on sait que 1 heure, c'est pas évident. Il y a les moments d'arrivée et de départ. Et 1 heure sur toutes les semaines, enfin 1 heure par semaine, c'est pas ça. Les profs de géo sont concernés aujourd'hui. Les profs de philo et de citoyenneté et de morale sont concernés aujourd'hui. Et je sais les difficultés que ça pose sur le terrain, oui, dans certaines années en histoire aussi. Je pense que ce n'est pas une bonne piste. Et donc ici, qu'est-ce qui est proposé dans le groupe de travail de Marc Romainville? C'était au départ 4 heures de cours dits intégrés. Ça aussi, ça en a fait hurler. Donc à un moment donné, voilà, très bien. Si j'en parle, c'est peut-être pour expliquer justement ce qui est aujourd'hui sur la table depuis déjà les nombreux débats. Alors le professeur Romainville, il était présent dans de nombreuses rencontres. Il a entendu ce qui s'est dit par rapport aux 4 heures en question et finalement à 4 disciplines qui sont présentes au sein d'un même domaine. 4 disciplines pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignant qui sort de formation initiale en ayant tous les appariements. Ça existait avant 2000, ça je l'ai appris grâce à un enseignant lors d'une rencontre, mais depuis 2000, les enseignants n'ont pas les 4 appariements. Et donc il va falloir quand même, quand on mettra en place 2 plus 2 ou 4 heures, c'est pas tranché, qu'on tienne compte des enseignants tels qu'ils sont aujourd'hui et des diplômes qu'ils ont. Et une des pistes qui est avancée aujourd'hui par Marc Romainville, et ça sera sans doute des propositions qui vont arriver en septembre-octobre, c'est pourquoi pas un référentiel qui soit le même référentiel pour l'ensemble des profs, et 2 cours qui restent distincts, mais où on fait en sorte quand même de faire des ponts, parce que ce sont quand même des matières, on dira tout ce qu'on veut, pour lesquelles, à l'intérieur d'un même domaine, il y a pas mal de ponts qui peuvent se créer.
tout comme des ponts peuvent se créer entre le prof de français et le prof de latin, quand on est dans le domaine langue. Ça paraît évident. Et travailler en interdisciplinarité, c'est aussi faire du travail collaboratif et permettre de ne pas saucissonner tous les apprentissages. Dans la veine des questions qui concernent l'enseignement spécialisé, donc je travaille moi dans l'enseignement spécialisé depuis plus de 11 ans, dans l'enseignement spécialisé de forme 3. Donc c'est de l'enseignement spécialisé professionnel qui donne lieu à une qualification en fin de parcours. Je travaille à Amé, donc dans une zone pas vraiment touchée par les problématiques des grandes villes, et pourtant nous avons un public qui est quand même majoritairement là à cause de ses problèmes de précarité sociale. Et donc nous avons des élèves en face de nous dont le niveau de connaissance générale en français et en mathématiques n'excède que très rarement le niveau de quatrième primaire. Et donc nous nous demandions avec nos collègues, puisque vous parlez d'inclusion pour les élèves de type 1, 3 et 8, de ces élèves dans un tronc commun qui intégrerait du latin, alors qu'ils ne sont pas capables pour certains de déchiffrer une phrase en français, quels étaient les aménagements raisonnables dont vous parlez dans le pacte et qui ne sont pas vraiment, comme tout le reste, détaillés? Bon, eh bien voilà une question concrète. Au niveau du secondaire spécialisé, il y a eu plusieurs questions là-dessus. Par rapport à l'inclusion des élèves de type 1, 3, 8 notamment, à la forme 3, etc., 2 éléments de réponse rapide et un élément important. Il y aura une rencontre dédicacée aux spécialisés en septembre, une ou deux en fonction des demandes, avec un format important comme des rencontres comme celle-ci, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait le spécialisé et les centres PMS passaient chaque fois après coup des autres débats, donc ça nous a nous aussi frustrés. Donc on a prévu ce type de rencontre avec uniquement alors les acteurs du spécialisé, voire peut-être d'enseignants d'ordinaire qui pratiquent déjà aujourd'hui l'intégration, pour voir avec eux et avec ces acteurs-là ce qui pose problème dans le pacte, ou en tout cas ce qui interpelle. Il faut quand même bien dire que le modèle est construit autour des pôles territoriaux, qui vont se construire pendant 2 ans. Il y aura d'ailleurs à cette séance-là des témoignages de gens qui se sont déjà mis en pôle territorial pour répartir, pour l'enseignement ordinaire, les périodes d'intégration qui permettent de soutenir les élèves à besoins spécifiques, et que sur les spécialisés lui-même, autant je peux entendre qu'il y avait des inquiétudes au mois de mai, autant depuis les rapports intermédiaires et l'avis numéro 3, tout ce qui est orientation, suppression du type 8, qui était quasi présent dans le texte initial, n'est plus présent comme ça aujourd'hui, et c'est il faut nuancer l'envoi des élèves de type 8 vers le spécialisé doit être nuancé. Autrement dit, il sera toujours possible, et il sera toujours possible dans des cas très concrets qu'on connaît tous les jours. Autant ça peut être possible, moyennant, je suis d'accord, un soutien à l'enseignant, des formations, ça peut être possible d'intégrer des élèves avec une dyslexie, une dyspraxie, une dyscalculie. C'est beaucoup plus difficile quand les élèves sont multidys par exemple. Et donc là, le type 8, il a toute sa raison d'être, et donc il n'y a pas du tout de suppression qui est envisagée, tout comme la forme 3, il n'y a pas de suppression de la forme 3. Ce qui est imaginé, c'est que pour des élèves qui ont la possibilité à partir d'un certain moment du parcours de se rendre, de retrouver l'enseignement ordinaire, mais ça doit être possible. Je ne dis pas que ça va se faire souvent. Voilà, mais je suis d'accord avec vous, c'est une frange minime, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des profs spécialisés, ça se fait déjà en partie, l'idée ici c'était de l'encourager autrement, et à nouveau, comment c'est pas indiqué tel quel, mais ça ne va pas être un décret qui va dire tous ces élèves-là, ils vont là. Hein. Ça, on sait que c'est pas possible. Donc le modèle sur le spécialisé, je pense qu'on aura le temps d'en discuter, et on va demander aux rapporteurs du spécialisé, aux gens qui ont déjà des expériences pilotes de pôles territoriaux, et aux personnes de Saint-Boniface-XL qui ont rédigé, non pas, comme vous le disiez, je ne sais pas comment vous les avez appelés, les outils pour soutenir sur les dyslexies. Alors voilà, ce qui est en construction aujourd'hui est déjà, j'avais oublié le terme, ce qui est en construction aujourd'hui et qui a été fait par 2 enseignantes qui étaient détachées à mi-temps, c'est un travail assez remarquable sur tous les troubles de l'apprentissage, sur tous les besoins spécifiques, pas que les 10. Donc ça va du TDAH au HP, au daltonisme, au dyspraxie, dyslexique, etc. Elles ont travaillé pour ces besoins spécifiques, des aménagements raisonnables qui étaient mis en place dans leur école secondaire avec d'autres collègues. Et d'ailleurs, à la dernière rencontre, la semaine dernière à Forêt, il y avait un collègue en question qui est venu m'expliquer, effectivement, on a tous été consultés, on a tous testé ces fiches outils qui donnent en fait différentes méthodes qui sont plus faciles pour tel type d'apprentissage. Et ça permettra aux enseignants qui se retrouvent confrontés à un cas particulier, non pas d'avoir une brochure complète, mais d'avoir des fiches dédicacées à ça, avec des formations qui vont être créées et qui vont les accompagner. Ça ne va pas se faire en 6 mois, hein.
je suis d'accord avec vous, je vous vois lever les yeux au ciel, ça ne va pas se faire en 6 mois et ça prendra du temps. Et l'inclusion, de manière générale, prendra du temps. Et, en lisant le pacte, moi je suis très inquiète parce qu'il y a un sujet que j'ai pas vu. Alors je sais pas si c'est moi qui dis mal, mais j'ai rien vu sur la motivation. Donc on parle beaucoup des élèves en difficulté. Pour eux, je peux rester, mais jusqu'à 18h s'il faut, je veux bien passer mes week-ends. Mais par contre, on a aussi un problème d'élèves qui ne sont pas motivés. Donc qu'est-ce qu'on propose pour eux? Voilà. Ok. Mais soyons clairs, c'est vrai que le terme motivation, je pense, n'est pas très présent dans le texte tel qu'il est écrit là. Et je redis aussi que si nous tous qui sommes ici dans la salle, on avait écrit un pacte, il y aurait 400 pactes différents. À vue donnée, on est peut-être juste 300, je ne sais pas. Alors, c'était impossible et vous le savez bien. C'était pas prévu dans le processus, en tout cas tel quel, de consulter les 120 enseignants. C'était pas non plus prévu de consulter les centaines de milliers de parents. C'était pas non plus prévu de consulter tous les élèves. Il y a eu des consultations de certains enseignants, de certains élèves, avec le conseil des élèves, de certains parents par les associations de parents. Et c'est une forme de représentativité qui, j'entends bien aujourd'hui, ne vous agrée pas. Je l'entends. Et vous souhaiteriez, et ça a été relayé d'ailleurs la dernière fois, un référendum. Et donc moi je vous ai invité à écrire officiellement au coprésident du pacte pour voir si le comité de concertation et donc les acteurs qui sont finalement les représentants de nous tous ici, hein, les syndicats, les PO et les associations de parents, si ces acteurs étaient d'accord avec un référendum, si oui comment, sous quelle modalité, avec quel type d'obligation, etc. Donc j'entends bien cette remarque qui est formulée régulièrement et avant donc même qu'on me pose la question sur le référendum, la réponse est déjà comme ça. Au niveau de la motivation, donc j'en viens à ça, c'est vrai que le terme n'était pas présent. L'idée, je pense, qui a sous-tendu tous les acteurs, et à nouveau, j'étais pas là quand ils ont rédigé, c'était de se dire que les différents changements qui étaient implémentés, l'ouverture du tronc commun, avec des domaines que les enfants ont peut-être moins aujourd'hui dans leur parcours, allait recréer cette motivation, en partie, et peut-être pas pour tous les élèves, mais que l'enjeu, par exemple, des langues plus tôt, allait aussi, pour certains élèves qui ont envie de découvrir une autre langue, recréer de la motivation, et que ce sont ces différents facteurs-là qui allaient, progressivement, créer cette motivation chez l'élève. Vous n'allez pas motiver un élève en lui disant « sois motivé ». On va motiver un élève en travaillant en classe, sans doute des choses qui l'intéressent ou qui l'accrochent au premier coup, qui le motivent, qui le font se dépasser. Et c'est pas facile dans tous les cours, et surtout c'est pas facile avec toutes les classes et tous les élèves. Ça c'est très clair. En fonction du public que vous avez devant vous, c'est pas évident de susciter la motivation. Mais j'ai tout à l'heure évoqué, et c'est pas innocent, l'enjeu du non-redoublement de la première et la deuxième, parce que pour moi, clairement, c'est quelque chose qui a posé problème en termes de motivation, même si c'est pas pour les bonnes raisons. Et donc, ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir à ça quand on va repenser cet enjeu-là. Et c'est vrai que nos motivations, je l'admets, n'est pas présent, il sous-tend tout un tas de mécanismes qui sont prévus. J'ai exercé mon métier, ma passion, mon plaisir, pendant 32 ans. 15 ans d'enseignement spécialisé, 15 ans d'enseignement professionnel, avec des tas de balais, parce que des ministres, moi j'en ai vu des balais. J'ai perdu mon GPS parce que je ne savais plus où je devais me retrouver. Donc l'essentiel, je crois que je l'avais trouvé avec mes collègues. Et avec quelqu'un dont on ne parle plus, le conseiller pédagogique. Le conseiller pédagogique de mon temps, en tout cas, j'ai eu la chance d'en connaître, c'était l'inspection, certains inspecteurs, qui avaient eu la bonne idée, il y a environ une quinzaine d'années, de se rendre compte qu'on pouvait faire travailler des élèves, un par un, en utilisant des logiciels informatiques faits sur mesure, qui ont été faits dans un de vos départements, à savoir le CAF. Je suppose que vous savez ce que c'est. Là, c'était les profs qui agissaient. C'était les profs qui concevaient. Et aujourd'hui, comme par hasard, on fait partie des oubliés. Aussi bien nous que nos logiciels, que le mot à la mode, nos référentiels, tout ça a été un petit peu, je vais dire, mis de côté, comme nous d'ailleurs. Et je terminerai en faisant une remarque et deux questions. Rapidement. Très rapide. Allez-y.
Première chose, la remarque c'est combien de profs encore, comme ce fut le cas pour moi, vont terminer leur carrière par un burn-out. Deuxième chose, monsieur le ministre, et là, c'est l'ancien pensionné qui vous parle. Quelles sont les mesures envisagées pour ceux qui ont plus de, je vais dire, 30 ans de carrière? On aimerait bien avoir des choses claires, précises, nettes. Ce qui manque aux gens aujourd'hui, c'est le fait qu'on est toujours avec des beaux blabla, des belles phrases, des longues phrases avec de beaux mots. Dans le spécial, il faut causer avec ce beau C. Et je terminerai par là. Ok, merci beaucoup. Alors, au niveau des profs, la question, monsieur qui demande combien de professeurs vont encore terminer leur carrière par un burn-out. Je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil. Quelles mesures pour ceux qui ont plus de 30 ans de carrière? Alors là, vous nous posez un problème qui est à la fois lié à nos compétences en fédération Wallonie-Bruxelles, la compétence de la DPPR, là, il n'y a rien qui change. Si vous nous posez une question sur les pensions et la réforme du ministre Baclaine, je pense que tout le monde ici a vu dans la salle qu'au niveau du gouvernement, à Crédit de Motte avec Jean-Claude, on se battait pour faire en sorte de reconnaître la spécificité du métier d'enseignant avec des critères de pénibilité, alors que de l'autre côté, au fédéral, ils souhaitent supprimer le calcul préférentiel des tantièmes et supprimer aussi le coefficient de 1,05 qui est préférentiel pour l'ouverture du droit à la pension. Donc deux mesures qui nous sont défavorables. Et ça, nous, à part dire qu'on n'est pas d'accord, à part faire en sorte d'être bien représentés dans les comités nationaux des pensions, où là les représentants sont aussi les syndicats de la fonction publique et de l'enseignement, nous, ça reste une mesure prise par le fédéral. Et donc je pense que sur l'enjeu des fins de carrière, c'est important qu'on puisse se battre tous ensemble, et on le fait, et on voit très régulièrement les syndicats sur cette question-là. Et sur les aménagements de la carrière, les DPPR ne bougent pas. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir permettre de détacher X heures de NTPP pour des enseignants expérimentés, ça c'est prévu, et il y a un budget spécifique qui est prévu dans le pacte, pas pour tous les enseignants de l'école, ça c'est évident, mais pour une certaine frange en fonction du nombre d'enseignants dans l'école. Très simplement, il y a aujourd'hui un gouvernement fédéral qui réforme énormément de choses dans les pensions et ce qu'il décide s'impose à tous les niveaux de pouvoir. On peut penser au tax shift qui a un impact sur les communes, sur les régions, et le gouvernement fédéral s'en moque. Donc, votre situation, ce que vous dites aujourd'hui, ne relève pas de la volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y a aucune volonté de réformer le régime des DPPR dans la déclaration de politique communautaire, mais nous ne savons pas ce que le gouvernement fédéral va nous inventer dans les mois ou les années qui viennent, voire après 2019 s'il continue dans la même coalition. Et ça, c'est évidemment l'élément d'incertitude, c'est tout. Et donc, votre question est légitime, nous partageons votre inquiétude, mais ce n'est pas à nous de répondre pour des tiers. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok, merci monsieur. Donc ça fait 10 ans, donc je termine ma 10e année ici dans le qualifiant. Et moi j'avais quand même une petite question. Quand j'ai commencé à être prof, à la base je suis devenue prof pourquoi? Pour essayer d'aider les élèves à grandir, à être épanouis, à vraiment trouver leur voie, etc. Maintenant, on met bac d'excellence, c'est un super mot. Hein. Mais je me dis qu'en rallongeant 1 an le tronc commun, moi j'ai peur qu'on perde des élèves. J'ai plein d'élèves qui en première et en deuxième, même si je ne parle même pas des examens de fin d'année, sont perdus, qui sont en échec, des évaluations sommatives, formatives, tout le temps ça ne va pas. Et finalement ils s'épanouissent quand ils arrivent dans le TQ ou qu'ils arrivent dans le P. Ils sont heureux d'être là. Et vraiment c'est des élèves qui changent. À un moment donné, si on rajoute 1 an, est-ce que c'est pas risqué de devoir décrocher et se perdre? Et finalement, avoir des élèves qui sont perdus dans la société, des jeunes perdus dans la société, et malheureusement, on a vu récemment ce qui se passe quand des jeunes sont perdus dans la société, ce qui risque de se passer. Alors j'ai une autre question aussi. Rapidement. Oui. Vous dites que les évaluations sont un moteur pour les élèves, qu'ils attendent que ça. Et puis vous voulez les supprimer avec un tronc commun. C'est un peu contradictoire. Il y aura toujours des évaluations chaque année, certificatives internes, validées par les conseils de classe. Et ça ne va pas changer.
Donc les évaluations, elles vont rester. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne va pas faire en sorte que les élèves ne doivent plus à un moment donné montrer qu'ils ont atteint telle ou telle compétence du programme de telle année dans tel cours. Donc ça, c'est très clair. Par contre, eh bien justement, là, je viens d'expliquer que quand la première et la deuxième, l'enjeu du non-redoublement, qui était imposé et qui s'est très mal passé, il doit être évalué. Et si on se met tous en chantier pour faire en sorte de limiter le redoublement progressivement, alors quelle va être la plus-value de l'interdire? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, et on l'a fait, et on a sans doute commis des erreurs. Mais quand on en discute maintenant avec l'ensemble du groupe central et du comité de concertation, ils ont approuvé le fait qu'on puisse mettre en place une évaluation, et que sur base de cette évaluation, on revoit l'ensemble du dispositif, et ça vaut aussi d'ailleurs pour ceux qui sont aujourd'hui en CPU, où il n'y a pas de redoublement de la 5e et de la 6e, et pour certaines options ça marche pas mal, pour d'autres ça pose question en termes de motivation et de travail des élèves. Donc je réponds aux deux questions en même temps. Par rapport à l'allongement du tronc commun et à l'année en plus, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est ce modèle qui a été proposé. On le voit, le modèle a été proposé par certains acteurs, et notamment des syndicats, qui défendent cet allongement du tronc commun, et qui après se sont retrouvés au niveau de leur base, débordés, avec des enseignants qui disaient « vous avez défendu ça, et nous c'est pas ça qu'on veut ». Alors ça, je l'entends aussi, et je l'entends depuis les 20 rencontres qu'on a déjà effectuées. L'allongement du tronc commun, alors, étant donné la crainte qui s'est vraiment, je pense qu'il a éclos très fortement en février, ce qui est prévu, c'est d'avoir une évaluation très claire en 2022-2023, puisqu'il aura été mis en place déjà en primaire. En primaire, vous l'avez vu, c'est l'ouverture aux intelligences multiples, c'est plus d'artistique, un peu plus de pluridisciplinaire et polytechnique. Mais l'enjeu de l'allongement, il intervient bien après. Et donc l'idée, c'est d'évaluer la manière dont les domaines d'apprentissage seront mis en œuvre en primaire, d'évaluer aussi les dispositifs de remédiation qui, eux, auront été mis en place dès 2018, phasés, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà alors dans le premier degré, et de voir si certaines choses fonctionnent. Et si ça fonctionne, alors, ça permet de poser des bases solides pour un allongement. Mais moi, j'ai toujours été très claire, quand les enseignants ont relayé cet enjeu de l'allongement, personnellement, comme enseignante, moi, ça m'avait déjà interpellée. Mais ce qui est ici dedans, c'est qu'il est prévu, et depuis mars, il est prévu avec des évaluations avant de l'implémenter. Ce qui, je pense, est aussi une forme de garantie qu'on ne va pas tout faire comme ça et suivre à la ligne le truc. Alors, vous posez une question qui est très personnelle. On m'a demandé, et c'est mon rôle de ministre, et j'ai voulu aussi, enfin on m'a demandé en même temps, moi j'avais envie de ça, aller à la rencontre des gens pour voir, aussi bien les enseignants que les autres acteurs. Maintenant, il se fait qu'il y a peu d'autres acteurs qui se mobilisent, c'est comme ça. L'idée était vraiment d'avoir le ressenti du terrain. Je le sens ici, les réactions ici ne sont pas exactement les mêmes que dans d'autres endroits, ça je tiens à le dire aussi. Certains qui fréquentent les mêmes endroits peuvent voir les différences d'options qui sont prises, et dans certains cercles, que ce soit des experts, et pas des experts pédagogues, mais quand je pense au président du groupe de travail mixité, au président du groupe de travail directeur, qui est M. Bonfallen, ce ne sont pas des pédagogues ces gens-là, hein. Je viens de me souvenir. Je voulais vous parler d'une question d'actualité dont tout le monde parle, on entend ça partout pour le moment, c'est la transparence, parce que les citoyens voudraient bien faire la différence et voir clair entre les intérêts privés et les intérêts publics, un peu partout, surtout ici à Liège apparemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit depuis 10 ans dans les coulisses de l'enseignement la société McKinsey. Mon collègue en a parlé et j'en reparle. Et chaque fois que ce groupe parle de McKinsey, la réaction des membres du gouvernement ou des élus à qui on s'adresse est la même. On lève les yeux au ciel, on hausse les épaules et on nous répond fantasme, manque d'informations, ou je ne sais plus encore raison. J'ai entendu la semaine dernière en audition au Parlement une élue de votre parti, M. Marcourt, dire que c'était de la caricature. Alors, il se trouve qu'il y a un autre acteur qui a parlé de McKinsey récemment, c'est la Cour des comptes. Alors qu'on prenne les professeurs pour des guignols en levant les yeux au ciel, c'est une chose, mais la Cour des comptes quand même, c'est un autre calibre. Et je voudrais vous lire un extrait très court, une phrase, hein, vraiment. Ça va aller, merci. C'est gentil, c'est sympa, mais ça. Et donc, dans le rapport de la Cour des comptes, il est écrit à la page 13, au point 4.2, la phrase suivante qui, moi, m'a alerté et qui va amener ma question. Les modalités d'exécution et la durée des deux conventions du partenariat, donc entre la Fédération et McKinsey, se caractérisent par un manque de précision. Ah bah tiens
Ce qui ne favorise pas l'indépendance de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans une manière d'intérêt général qui concerne l'organisation de son enseignement. Ce qui ne favorise pas l'indépendance de la dans un moment où partout on nous parle d'éthique et de tornade éthique, moi je voudrais vous poser la question suivante à tous les deux. Quelles sont les mesures précises que vous allez mettre en place pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui se passe entre McKinsey et la Fédération? Merci. Je dois vous avouer une certaine admiration. Vous semblez en fait tout assumer. Que ce soit la collaboration avec McKinsey, bien décriée pourtant par la Cour des comptes, vous l'assumez. Quand on leur demande quels intérêts ils ont à offrir presque gratuitement leurs services et qu'ils nous répondent, je cite, qu'il s'agit d'une simple action sociale pour aider l'enseignement, et que vous dites à la télé, j'assume. Comment pourrait-on faire pour ne pas comprendre ou croire que vous vous moquez de nous? Et puis ce n'est pas tout. Là aussi, vous semblez n'avoir peur de rien. C'est quand vous assumez le flou autour du pacte avec des réponses comme on ne sait pas encore. Je n'étais pas ministre, c'était pas moi, ça reste à décider, il serait intéressant d'y attarder un peu plus. Je reconnais les manquements. Mais qu'en même temps, vous défendez de ville en ville une réforme supposée systémique dans laquelle donc toutes choses auraient été pensées et réalisées les unes en fonction des autres. C'est bien là le paradoxe. Comment dès lors pourrait-on à nouveau faire autrement que de croire que vous ne vous moquez pas de nous? Et puis la vraie question elle est celle-là, quand assumerez-vous enfin vos responsabilités? Parce que c'est ça qu'on vous demande d'assumer. Vous savez, je ne suis pas là pour faire de la politique et pourtant le PS il s'écroule dans les sondages, les gens vous disent non. Le CDH il peine à dépasser 5%, les gens vous disent non. Les citoyens que vous rencontrez font part de leur désapprobation sur Internet, dans toute la Wallonie, ce soir encore. Mais vous repartez d'ici en assumant, comme à chaque fois. Alors on n'attend pas d'une ministre qu'elle assume le fait de ne pas savoir, mais plutôt qu'elle sache de quoi elle parle. Pour autant, s'il faut être content qu'un politicien avoue quand il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce donc ça la vision de l'excellence que vous prenez, Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois bien évidemment? Alors, demain, vous aurez la possibilité de corriger le tir. Nous nous rassemblerons à Bruxelles, en tout cas moi j'irai. Vous avez la possibilité de montrer que vous entendez enfin la contestation de vos électeurs, de vos citoyens, mais également de vos employés. Parce que vous êtes la plus grande chef d'entreprise de Wallonie. Est-ce que vous aurez le courage d'inclure les gens, membres de la SBL, associations de parents, de professeurs, qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas repris dans des fonctions officielles, et de les entendre en faire? En êtes-vous prête, Madame la Ministre? Merci. Eh bien, vous dire ça tout de suite. Je termine par rapport à monsieur qui disait vous assumez tout et vous vous moquez de nous. Ben non, j'ai pas vraiment l'impression de me moquer de tout. Ben, peut-être que certains ont cette impression-là et je m'en excuse, mais moi c'est pas du tout l'objectif. Je pense que mon collègue Jean-Claude Marcourt a bien dit dès le départ de son intervention qu'on était dans un processus ici qui se voulait construit. On ne va pas susciter ce qui s'est passé il y a 20 ans et des diminutions d'emplois et des choses qui sont inacceptables pour les enseignants parce qu'on sait très bien que tous les pays qui ont réussi à faire bouger un peu les lignes de leur enseignement l'ont fait avec les profs. Et que sans ça, c'est pas bien. Avec de l'argent, Madame la Ministre. Eh bien, c'est la première fois qu'il y a autant d'argent qui est réinvesti alors qu'on a un enseignement qui est bien financé. Mais vous savez peut-être, monsieur, et personne n'a entendu monsieur, mais comme je suis devant et qu'il est devant, on s'entend bien, vous avez dit on va récupérer de l'argent ailleurs. En partie, évidemment, c'est logique. Pourquoi? Mais pourquoi? Si, on investit 300 millions et dans 20 ans, il y aura une vitesse de croisière où on en aura récupéré, sur les 300 réinvestis, 250. Donc ça va prendre plein de temps où le premier temps est un temps d'investissement. Et je peux vous garantir, et le coprésident du pacte est là dans la salle, que si on n'avait pas imaginé une progressivité dans les investissements, on n'aurait même pas pu engager quoi que ce soit pour soutenir les maternelles qui en ont bien besoin, ou pour soutenir les directeurs. Pourquoi? Parce que la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est telle qu'on est en dessous des normes européennes et que quand on se défend devant la Commission européenne et devant les experts européens qui viennent observer nos comptes, on doit produire quelque chose de systémique et qui permet d'investir, ok, mais de montrer qu'on récupère et que ça a une plus-value pédagogique et une plus-value sur le système à terme. Alors pour le moment, les différentes personnes qui ont observé le modèle, en tout cas budgétaire, ont pu valider le fait que ça n'allait pas plomber les finances de la communauté française, mais qu'on pouvait quand même investir. Mais c'est déjà plus que ce qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas eu ce texte. S'il n'y avait pas eu ce texte, on aurait fonctionné avec des moyens qui augmentent. Pourquoi? Parce que le nombre d'élèves augmente. Donc on n'est pas en enveloppe fermée, comme c'est le cas d'ailleurs pour mon collègue, pour qui ce n'est pas toujours évident d'être en enveloppe fermée, je pense, mais ça il le dit avec moi.